Je tiens à le dire, ça, au début, les premiers jours, moi je ne me rendais pas compte que toutes les institutions seraient épurées à ce point-là. Donc j'ai soigné des gens dans cet hôpital et je les ai ramenés dans l'institution dans laquelle j'avais été les chercher, dont certains sont morts après. Donc on a mis quelques jours et on a pris des responsabilités absolument dramatiques. Donc après, quand on a compris ça au bout de quelques jours, qu'il n'y aurait pas d'autre endroit où les gens pourraient se faire héberger, parce que nous on avait un bête problème de place. C'est-à-dire qu'on voulait libérer les lits pour les autres blessés. Donc on ramenait les gens dans l'institution les 2 premiers jours, je crois, ou les 3 premiers jours, on a fait ça. Et puis on s'est aperçu que c'était la dernière des choses à faire, qu'il fallait absolument qu'on s'organise pour tout faire sur place, y compris héberger les convalescents, même s'ils n'étaient plus tellement convalescents, parce que de toute façon, si on les relâchait en ville, ils allaient se faire tuer. Mais on n'a pas été capable d'assurer ça dès le premier jour. Donc on a fait cet acte horrible qui est de ramener quelqu'un à l'endroit où il va probablement se faire exécuter, après l'avoir soigné. C'est pour ça que dans le fond, je pense qu'il y a vraiment une limite à l'action humanitaire, parce que on peut, même quelque chose d'assez réussi dans le fond comme ça, est une forme de participation. Alors, et moi j'estime avoir, par certains de mes actes, de mes choix, quelque part... à certains moments, ne plus avoir vu très clairement la frontière entre secouriste et auxiliaire de bourreau. On appelait à la force, qui n'est pas notre vocation du tout, mais bon, on a estimé que il y a des limites. L'humanitaire n'est pas valable partout, tout le temps. L'histoire l'a montré à plein d'occasions. Que, je sais pas, c'est 2 ou 3% ou 5% ou 10% des situations. L'humanitaire doit prendre conscience qu'il n'a rien à faire là. Voilà. Qu'il n'y a pas d'espace pour lui dans des circonstances, par exemple, où la société est polarisée autour d'un projet d'extermination d'un groupe humain, par exemple. Je ne vois pas ce que fait l'humanitaire au milieu. Bon, il y a des niches, hein, je dis pas qu'il n'y ait pas des niches. Nous-mêmes, je vous ai dit que l'hôpital à Kiyovu, ça a été une niche, mais ça ne justifie pas pour autant la présence de l'humanitaire pour moi. Je pense qu'il était plus important d'intervenir militairement contre les auteurs de génocide de très loin que de bricoler des secours. Voilà. Dans le QG à Kigali, on avait entendu des gens qui se faisaient massacrer la nuit. Et le lendemain, on a envoyé une patrouille pour voir si des environs du Katcheran, s'il y avait eu des tueries. Et ils sont revenus me dire que dans les huttes qu'il y avait là, il y avait 89 cadavres, tous tués par machette. Hommes, enfants, vieillards, et ainsi de suite. Et à cause de la chaleur, les corps commencent à décomposer rapidement. Et donc, on a commencé à avoir les odeurs de décomposition. Il y avait un risque de toucher des corps parce qu'il y avait eu tellement de sida dans le pays qu'on risquait, avec les coupures, pas de gants de caoutchouc, toutes sortes de choses. Alors, le 3e jour, ça en vers le 4e jour, on a décidé de brûler les cadavres. Avec du carburant diesel, on a essentiellement allumé les corps et on les a brûlés. Et pendant qu'on faisait ça, les chiens errants avaient déjà commencé à manger les corps, donc avaient acquis ce goût pour la chair humaine. Et donc, ils étaient devenus très dangereux. Et ils criaient la nuit continuellement. Ils entendaient s'arracher des corps, puis de hurler, puis de se propager. Et ils se promenaient de groupes plus en plus gros.
Et à un moment donné, il a fallu que je donne l'ordre de tuer tous les chiens parce qu'ils devenaient dangereux. Ils nous attaquaient. Si on arrêtait un véhicule puis il y avait des chiens, et les chiens tentaient de sauter à l'intérieur du véhicule pour nous attaquer. Alors, il a fallu commencer à exterminer les chiens. Tous les cours d'eau étaient remplis de caves. Je veux dire, ils faisaient des barrages naturels. Les caves s'amoncelaient sur les ponts, s'amoncelaient sur des branches, et ainsi de suite. Et puis là, ça s'accumulait, ça fait que ça faisait des barrages de caves. Vous rentrez dans un pays, vous avez une voiture, et vous faites des kilomètres, vous ne voyez que des cadavres, que des cadavres. Pendant des kilomètres, vous ne voyez que des cadavres. L'odeur de la mort s'accroche à vos vêtements. Il n'y a rien, il n'y a que de la mort partout. Vous la respirez dans l'air, vous la voyez. Tout est moite. Il n'y a rien. C'est une désespérance. Et vous voyez pas un signe de vie, quoi. Enfin, vous faites des kilomètres dans pas un cimetière, dans les ténèbres, quoi. Enfin, il fait beau, il y a le soleil, un petit peu de poussière, un petit peu de vent, mais vous êtes dans un noir absolu. On voyait de temps en temps des gens se faire exécuter pas très loin de nous. C'est-à-dire que je me souviens d'un matin où on était sur, c'est vraiment horrible à dire, sur les balcons de la délégation du CICR, dans un des chemins qui menait à une colline en face de la délégation. On voyait très bien des gens se faire arrêter par un petit groupe de personnages armés de machettes qui leur tapaient dessus à coups de machette et les gens tombaient par terre. C'était à quelques centaines de mètres de l'endroit où on était. Un matin, on est allé appeler aussi, malheureusement il ne restait plus personne à sauver, au bord d'un marché d'un quartier, et quand on s'est approché, ils avaient gardé quelques prisonniers dans le marché, et quand on s'est approché trop près du marché, les miliciens nous ont dit que c'était pas la peine qu'on approche, qu'ils étaient en train de les exécuter, quoi. Il faut quand même se souvenir que tout ceci est une très longue histoire. Les massacres interethniques datent du début des années 60 ou même de la fin des années 50, 59, 63, 66, 73. Voilà. Il faut aussi se rappeler quelle était la situation politique dans les années 90. D'un côté, un gouvernement légal, avec un président élu en 78, en 83 et en 88, le président Habyarimana. On constate d'ailleurs que chaque fois qu'il y a des élections démocratiques au Rwanda ou au Burundi, c'est un Hutu qui est élu, pour une raison qui n'échappe à personne. Le président avait donné comme directive que soit utilisé ce que moi j'appelle en termes militaires la stratégie indirecte, c'est-à-dire
l'aide à un gouvernement légal qui représentait 80% de la population et qui, à l'époque, M. Habyarimana était considéré par ses pairs, par les Africains, enfin, il n'était pas discuté. Donc on forme l'armée du Rwanda, et c'est pas à la France de dire au Rwanda, pas plus qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon ou je ne sais où, de dire on va former cela et pas cela. Surtout quand c'est l'armée du pays, enfin du régime qui n'est contesté par personne, qui a des relations diplomatiques normales avec le monde entier, et que ça exprime plus de 80% de la population. J'ai dû dire ça parce que j'ai dû être interpellé par un parlementaire qui a dû m'interroger comme si on était au Conseil de l'Europe et qu'il s'agisse de la Suisse, je ne sais pas. Mais ça n'a rien d'original, c'est pas une théorie, c'est pas un concept discutable. C'était une évidence qu'en effet les Hutus traduisaient la majorité ethnique de ce pays. C'est un peu choqué parce que c'est pas la conception de la représentation qu'on a en Europe. Le fait que les Européens soient choqués sans arrêt par des tas de choses qui se passent dans le monde auxquelles ils ne comprennent rien, ne change rien. Ça ne change rien au fait. Ça alimente des discussions très intéressantes entre Européens, mais ça ne change rien au fait. Pourquoi est-ce que le fait d'être un Hutu vous permet de représenter tous les Hutus? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'esprit individuel, qu'il n'y a d'esprit que du groupe, du clan, de la tribu, appelez-le comme vous voulez si mon mot de stand ne vous convient pas. Mais à ce moment-là, la notion de démocratie n'a plus aucun sens. Parce que les Hutus sont 85%, donc le général Habyarimana les représente puisqu'il est Hutu. Or ça, c'est exactement la théorie raciste que proposait l'État rwandais lui-même. C'est la pensée même du communautarisme, c'est-à-dire la philosophie politique qui sous-tendait le régime qui nous a donné le génocide. Lorsque nous raisonnions comme ça en regardant les Rwandais, lorsque nous nous laissions intoxiquer par leur philosophie politique, nous rentrions à l'intérieur de leur esprit de discrimination interne. Nous faisions nôtre la pensée de type apartheid qui présidait au fonctionnement du régime rwandais. Il me paraît non moins indispensable, je le dis tout net, de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles une campagne relayée par les canaux les plus divers a été déclenchée, violente, partisane, souvent même haineuse, contre le seul pays de la communauté internationale à avoir tenté quelque chose avant comme après les accords d'Arusha, avant comme après l'assassinat du président rwandais. Cette campagne suscite l'indignation de tous ceux qui ont le souci du renom de la France. Quels sont les intérêts politiques, stratégiques, économiques, idéologiques qui sont derrière elle? Mr. President, I used the word Holocaust a moment ago, and one does not use that word lightly. But today, as we commemorate the 50th anniversary of D-Day, we reflect upon World War II as a war directed against a regime which became anathema to the civilized world precisely because of having unleashed a Holocaust. The regime in Rwanda has been attempting to do something similar, with machetes instead of gas chambers, with the notorious Interhamwe comparable to the SS, with the MRNCC, the Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement, and the CDR, the Comité démocratique républicain, comparable to the Nazi Party.
It was precisely, Mr. President, to forestall the re-emergence of such regimes that this organization, the United Nations, was created almost 50 years ago. My delegation is troubled that it has taken so long for the Secretary General to use this description in his reports on which the Security Council bases its work so heavily. We are equally confused that even before the outbreak of the Holocaust on April 6, UNAMIR and its representatives had been aware, for example, of inflammatory broadcasts of the local radio, of suspicious movements of armed groups, of an inflow of arms into Rwanda. My delegation feels that if these facts had been forcefully communicated to the Security Council as soon as the Secretariat became aware of them, we might have been a step further by today. C'est facile de dire on ne vous informait pas complètement. Vous receviez 800 télégrammes par jour. Oui, la situation est grave. Vous aviez une situation parallèle en Somalie où tous les jours il y avait 20, 30, 40 morts. Donc, rétrospectivement, il est facile de dire « vous ne nous avez pas donné toutes les informations nécessaires, etc. » La réalité, c'est que les gens sur place, ou ne voyaient pas l'ampleur. Vous savez, si vous voyez ceci à l'échelle de tout le pays du Rwanda, oui, c'est un génocide. Mais si vous voyez ceci dans 3 rues de Kigali, ça fait partie il y a eu 15 morts hier à Bagdad, il y aura 20 morts. Vous ne réalisez pas l'importance des crimes qui ont lieu en ce moment. Il y a eu plus de morts, blessés, déplacés à l'interne et réfugiés dans 100 jours au Rwanda qu'il y en a eu pendant les 6 ans de guerre en Yougoslavie. Puis on n'a eu rien. Même identifié comme un génocide, rien est venu nous aider. Au contraire, tout le monde se sauvait. Nous avions la possibilité de circuler, moi aussi avec les véhicules des Nations Unies, mais il était humiliant de voir que des enfants de 14 ans armés de fusils plus grands qu'eux, des Hutus, ouvraient, stoppaient les véhicules des Nations Unies, fouillaient, faisaient descendre les gens. Enfin, le respect habituel pour une organisation venue au nom de toutes les nations de la Terre rétablir un peu d'ordre, ce respect n'était pas la chose la mieux partagée. Qui subissait, il donnait l'impression de subir complètement la situation. Pour moi, je trouve que je me suis rendu compte jusqu'où ça pouvait aller quand on avait fait cette fameuse évacuation au stade Amahoro. Il était contrôlé par un contingent de soldats bangladeshis qui étaient complètement dépassés par les événements. On se baladait tout autour du stade, bon, ça tirait dans tous les sens. Eux, ils essayaient de se planquer pour surtout pas se faire remarquer. Voilà, c'était ça. Ils attendaient qu'on les déplace, en gros. Et quand je suis arrivé pour évacuer les blessés avec une équipe, là,
Les officiers étaient très sympas, vous voulez une tasse de thé, etc. Enfin, bon, c'était surréaliste. Massacrait tout autour, ça tirait, ça se battait. Et la préoccupation principale, c'était de nous offrir une tasse de thé. C'était sympa, mais ils avaient l'air vraiment de gentils schtroumpfs posés là. Voilà. Et puis, sous différentes pressions internes et externes, le vent de la démocratisation a soufflé, surtout à partir de 1990, et donc sont apparus peu à peu des journaux. Après, en 1993, apparaîtra la radio indépendante, la radio-télévision libre d'Émile Colline. Et alors, le paradoxe de cette situation, c'est, enfin, comme chacun sait, l'information c'est la meilleure et la communication c'est la meilleure ou la pire des choses selon ce qu'on en fait, c'est qu'évidemment, un certain nombre de tenants de la logique raciste, la logique ethniste, voulant mobiliser sur cette base tous les Hutus pour casser l'opposition, se sont dit, il faut qu'on ait nos moyens d'expression. Le pouvoir en place a favorisé cela. Il y a beaucoup de ces organes qui sont officieux, en fait, qui sont soutenus par en dessous. Ça a donné quoi? Ça a donné des petits journaux qui, de toute façon, n'avaient que quelques milliers de lecteurs, ou quelques milliers, en tout cas, de tirages. Ensuite, les lecteurs peuvent être multiples. Le plus important, c'était Kangoura qui tirait à 10 000 exemplaires. Bon, alors 10 000 sur 6 ou 7 millions d'habitants. Seulement, c'était bien diffusé. Et puis, comment dire, c'était un langage direct, assez cru, avec beaucoup de caricatures, de dessins, un langage simple, un organe qui dit nous voulons ouvrir les yeux du peuple Hutu, nous voulons dire la vérité. Enfin, nous connaissons tous ce langage-là à travers le monde. Quand on veut tenir un discours extrémiste, on ne dit pas nous sommes extrémistes, on dit nous voulons dire la vérité. Et on développe des choses très simples, justifiant que Hutu et Tutsi sont destinés à s'opposer et que le peuple Hutu est le vrai peuple rwandais. Et ça donne les 10 commandements du Hutu en décembre 90, etc. Mais il est évident que le moyen au niveau de la communication qui va être le plus décisif, c'est la radio. Parlons pas de la télévision existe, mais enfin c'est vraiment ça touche un public très restreint. La radio, elle, touche un public large, puisqu'il y a, je crois, un poste pour 10 à 15 personnes au Rwanda. Enfin, c'est énorme. Il y a une diffusion de la radio extrêmement importante. Donc tout le monde avec son portable, si j'ose dire, enfin non pas au sens du téléphone, mais de l'écoute de la bonne parole. Et cette radio-télévision d'Émile Colline va être une radio tout à fait perverse, parce que c'est une radio qui n'est pas du tout bricolée. C'est une radio qui est très inventive, qui choisit le style direct, interrelationnel, là, j'ai plus en tête le vocabulaire technique, mais qui cherche interactif, c'est ça que je cherchais. Donc on interroge des gens, on va avec le micro sur le marché, etc. Et puis on prend un ton très simple, et puis il y a énormément de bonne musique, venue surtout du Zaïre voisin. Une radio qui donne, comme disaient les commentateurs, des nouvelles chaudes. Elle commence en fait à fonctionner à l'automne 93, c'est-à-dire au moment où elle est créée en juillet 93, mais elle ne fonctionne qu'au moment où on sent que les accords d'Arusha signés en août n'arrivent pas à être appliqués, ne sont pas mis en application. En plus, il y a une crise violente au Burundi avec l'assassinat du président Ndadaye, et les choses rapidement se développent, surtout au début 94. Et là, on voit le rôle extrêmement grave de cette radio, parce que de toute façon, la communication moderne, l'imprimé, la radio a une grosse autorité dans une population qui est relativement peu alphabétisée, en tout cas, bon, l'instruction au-delà du primaire est peu développée. Donc l'autorité, puis avec le régime du parti unique pendant des décennies, l'autorité de ce qui vient d'en haut, de ce qui vient du monde moderne est très grande. En plus, si cette autorité est portée par des gens d'allure assez chaleureuse et assez directe, ça passe encore mieux.
Chers amis auditeurs, vous écoutez la radio-télévision libre des 1000 collines. Et un autre groupe d'Ignenzi serait dirigé vers le mont Ribeiro, une bonne centaine. Alors il faut donc à la population redoubler de vigilance, car il y a des Ignenzi qui sont habillés en civil et qui passent à travers la population sans être inquiétés. Chaque fois que vous tombez sur une présence suspecte, demandez les documents importants, les cartes d'identité, etc., pour vous rassurer, car il se pourrait qu'il y ait des Ignenzi qui se promènent parmi la population civile. Et gardez les rondes même pendant la journée pour ne pas permettre une infiltration des Ignenzi. Voici ce que nous sommes encore à mesure de vous dire. Nous prions la population de Dikondo de faire toujours preuve de vigilance et de faire toujours de sérieux contrôles dans tous les quartiers pour en finir avec toute intrusion ennemie. Redoubler de vigilance précisément dans la colline de Murabuturo et tous ses alentours. Nous réitérons encore une fois cette population de garder la bravoure dont elle a toujours fait preuve depuis l'invasion ennemie à Dikondo. Disozi, Jawana, Utongo, Kabuye, Muyima, Kivuyiza et partout dans la ville, soyez toujours vigilants, évitez des déplacements pour permettre l'installation des Ignenzi. D'autre part, il ressort que la France a des difficultés à entamer des actions qu'elle a toujours menées au Rwanda en des moments pareils, suite à la présence belge. En clair, la France ne peut pas jouer le rôle de gendarmerie au Rwanda, comme disait un responsable français, tant que les Belges sont là. Il est donc impérieux que le gouvernement rwandais se prononce pour le départ des Belges, et même des Belges de la mémoire. Un départ tant souhaité par la masse populaire. Les troupes belges de la mémoire doivent partir. Le gouvernement doit le demander car le peuple le réclame. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord exprimer le sentiment de profonde gratitude que le peuple rwandais formule à l'endroit de l'initiative louable des États qui ont offert de coopération avec le secrétaire général afin d'atteindre les objectifs des Nations Unies au Rwanda, notamment par la mise en œuvre d'une opération visant à assurer la sécurité et la protection des populations civiles en danger. Ce qu'ils ont dit, c'était qu'ils étaient exceptionnellement choqués par le fait que moi, je n'ai pas pu retarder le Front patriotique. Parce que les phares étaient d'un confrère de classe, de l'École nationale de l'armée, de collège d'état-major de guerre, ainsi de suite. Alors, ils connaissaient beaucoup les chefs phares, et donc c'était une loyauté envers eux autres. Et donc, ils étaient, je veux dire, ils n'ont pas caché leur haine contre moi quand j'ai rencontré à Goma. Que c'était de ma faute que leurs collègues perdaient sur le terrain de combat. Il y a une espèce de familiarité entre le gouvernement, les cadres enfin, du génocide
et les forces militaires françaises. Et ça reste à expliciter. Évidemment, on a des photos où l'on voit les Interahamwe, les miliciens accueillir les troupes françaises avec des drapeaux tricolores, mais on peut toujours dire ça, c'est les Interahamwe. Hein, parce qu'en même temps, la RTLM disait faites attention, ne montrez pas les cadavres, ne gênez pas les Français. Donc, ce qui montre qu'ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient. Mais du côté français aussi, face au cadre supérieur, disons, du pouvoir rwandais, il y a une ambiguïté qui ne sera éclaircie que plus tard, quand véritablement des archives militaires ou politiques pourront être ouvertes, c'est évident. Sur Turquoise, c'est absolument sans ambiguïté. C'était une intervention à but strictement humanitaire. On a prêté aux uns et aux autres des intentions. Je voudrais souligner que pas plus les journalistes, pas plus les ONG, pas plus les intellectuels n'ont le monopole de la compassion. Et cette affaire était uniquement humanitaire. Qu'une action que nous avons menée sous la pression de l'horreur et d'un sentiment de compassion qui honore l'opinion française ait pu être entourée de suspicion est l'un des aspects les plus troublants de ce dossier. Que cette action de notre pays puisse servir aujourd'hui d'aliment ou de prétexte à une campagne contre lui a quelque chose, à mes yeux, de révoltant. Je suis persuadé que le ressentent ainsi non seulement nos soldats, mais aussi l'ensemble des Français qui ont toutes les raisons, en la circonstance, d'être fiers de leur pays et de l'action humanitaire qu'il a menée seul. J'avais 14 ans, enfin j'ai eu mes 15 ans au milieu du génocide. Et en fait, je ne pouvais pas avoir peur ou me dire qu'est-ce qui va se passer demain. Je me disais, bon, bah, on verra bien, enfin, ce qui se passera, se passera. Beaucoup de gens mourraient tous les jours. Moi, j'étais persuadée que j'allais être tuée. Mais je me disais, autant mourir à plusieurs. Enfin, si jamais ils me tuent quand il y a du monde, enfin, quand ils tuent 2-3 personnes, comme ça, je ne meurs pas toute seule, je ne serai pas affrontée à eux à 50 et moi toute seule au milieu. Et donc à chaque fois, je me cachais, je courais et je me disais que je meure au moins le plus tard possible et surtout pas toute seule. Je me disais ça ne servait à rien que moi j'essayais de fuir à pied parce que je regardais, dans l'école où j'étais, il y avait une grille où je regardais sur la route et je voyais, il y avait plein de cadavres, il y avait les milices et les militaires qui marchaient, qui chantaient, qui rigolaient, qui tapaient sur les gens aux barrières. Donc je me suis dit, ça sert à rien que j'essaye de fuir, je vais rester dans l'école. Il y avait plein d'endroits où je pouvais me cacher. Je me disais peut-être que les veilleurs de nuit ne me tueront pas ou que le collègue de ma mère n'osera pas me tuer. Alors la journée, c'était la vie se passait normalement pour les autres. Il y avait un marché, ils allaient au marché, ils n'allaient pas travailler, il n'y avait pas d'école. Mais ils se baladaient, ils se rendaient visite, tant qu'ils avaient leur carte d'identité marquée tout dedans. Ils marchaient. Et le matin, il y avait les prisonniers qui venaient ramasser les corps. Une voiture partait, puis ils ramassaient les corps, ils étaient dans des camions, puis ils les emmenaient aux fosses communes. Et puis il y avait... par contre, le soir, on entendait les chiens hurler, les gens hurler, parce que les miliciens ne voulaient pas tuer. Souvent, ils ne tuaient pas jusqu'au bout. Ils laissaient les Tutsis mourir tout doucement. Alors il y avait les chiens qui les mangeaient le soir. Et la femme du collègue de ma mère me disait, ah bah oui, ta mère aussi a été mangée par les chiens, c'est vraiment le mieux qu'on aurait pu faire. C'est bien déjà de les tuer, mais en plus de les tuer comme ça, c'est... voilà. Elle a trouvé ça beaucoup mieux. Donc
quand je suis retournée là en avril 2003, là j'ai rencontré la sœur qui nous avait refusé, qui avait refusé de nous évacuer au moment après le 6 avril, quand eux ils partaient au Burundi, qui avait pris la carte d'identité de ma mère, qui avait regardé, qui avait balancé en disant on ne prend pas de Tutsi. Et quand j'ai été lui demander, quand elle m'a vue, elle a fait semblant de ne pas me reconnaître. Quand j'ai été lui demander pourquoi elle avait fait ça, elle m'a dit ah non, j'ai jamais fait ça, il faudrait que ta mère revienne pour m'en accuser. Et c'est bien, enfin, c'est bien ça le problème, c'est que finalement, les autres ont tourné la page. C'est une histoire ancienne pour ceux qui ont participé, qui ont tué ou qui ont été... Qui ont couvert ça d'une façon ou d'une autre, n'ont rien à craindre. C'était quelque chose à faire, ils l'ont fait, donc ils n'ont pas à se reprocher de l'avoir fait. Ouais, t'as jamais rencontré quelqu'un qui avait des remords? Non, j'ai même rencontré la femme qui m'avait enfermée toute nuit et qui m'a rendue au militaire après la mort de ma mère, et qui a pleuré en disant mais qu'est-ce que tu nous fais, pourquoi tu nous accuses comme ça alors qu'on t'a sauvé, alors que... Ils m'ont donné plusieurs fois pour me faire tuer. Ils ont donné la cachette où je me cachais avec ma famille. Il n'y a pas de remords et à la rigueur, ils inversent la situation. C'est eux les victimes et nous les coupables. Alors pendant le procès, ceux contre qui je témoignais, ils avaient fait un dossier ensemble et tout ce que je disais, ils le niaient, tout ce que je disais, ils le niaient, même ce qui était évident. Et il y avait des gens de ma ville qui étaient venus écouter, ils disaient là c'est impossible qu'on les libère, et puis finalement ils les ont libérés et ils ont dit que le témoignage que j'avançais ne tenait sur rien, que je ne pouvais pas prouver, qu'ils étaient innocents. Et ils sont sortis. Alors, ce que je ressens, c'est ce que je ressentais exactement pendant le génocide, c'est que tout le monde s'en fiche. Ce n'est pas grave. Pendant le génocide, je me dis, c'est pas possible qu'on tue autant de gens tous les jours pendant la journée et que personne n'intervienne. On avait vu les casques bleus partir, les casques bleus de l'ONU partir du Rwanda. Ils passaient par Butare pour aller vers le Burundi. Certains, on s'était dit, ils nous abandonnent. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le sentiment que je ressens, c'est que tout le monde nous a abandonnés et que ça continue à être comme ça. Et au Rwanda, le pouvoir en place libère les prisonniers, d'une part parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de les juger, et puis en plus parce que la communauté internationale crie au scandale à chaque fois parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans des mauvaises conditions, etc. Bon, quand on les croise, eux, ils vivent normalement, ils ont encore leur famille, etc. Enfin, ils sont protégés par tous les côtés. Et ce que je ressens, c'est exactement la même chose que pendant le génocide, c'est que c'est injuste. Non seulement, on ne nous donne pas la justice, on n'a pas essayé de nous protéger. Et maintenant, c'est à peine si on en parle du génocide. Il faudrait plutôt mieux oublier, et voilà. Oui, après la prise de Butare, je suis retourné. Donc, j'ai senti la vie n'avait pas de sens. Pour moi, je voulais me suicider. C'est là que j'ai appris même de prendre de l'alcool.
Mais je fumais même ça ne venait pas. Je faisais les nuits blanches. Je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est pour la première fois que je devrais me payer de quoi manger, pour chercher de quoi manger. C'est là que je me suis retrouvé seul. C'est là que je me suis retrouvé... Donc, c'est comme si quelqu'un peut te jeter dans une forêt dense, comme ça. Hein? Tu connais ni l'option même, tu connais la gauche à droite. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. Je me sentais vraiment perdu. Et directement, j'ai pensé à beaucoup de choses. Vraiment, et là, j'ai eu la force grâce à un livre que j'ai lu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un livre intitulé « Au nom de tous les miens » d'un certain Martin Gray, qui m'a vraiment inspiré. Donc, dans ce livre, dans les dernières pages, je ne me rappelle pas exactement, il y a où je lis donc son père, parce que j'ai regardé aussi le cinéma. Hein. Donc, il y a là où son père le disait, non, tu dois avoir le courage, tu dois avoir les enfants comme tu es le mien. Je pense que c'est là où même le titre a été venu. Et puis, je me disais, non, je dois lutter, je dois vivre. Hein. Pour immédiatement, ce que j'ai lu, c'est que j'ai demandé la force au bon Dieu, parce que je ne pouvais pas me venger, je ne pouvais pas faire du mal que ce soit. Je me suis dit non, je dois avoir le courage. C'est là où j'ai eu le courage de retourner en classe à l'école pour avoir le diplôme, pour être ingénieur comme mon père, pour avoir une valeur. Sinon, l'autre valeur, la chaleur familiale, l'humour de ma famille, la joie d'être entouré en famille, tout ça j'avais déjà perdu. Donc les valeurs d'un être humain, là je l'avais déjà perdu. Et puis la maison était déconstruite à côté, donc je ne voulais pas retourner dans notre maison, parce que vraiment ça m'a hanté. Lorsque même j'arrivais, je voyais mes parents là où s'assoyaient, je voyais la chambre de mes soeurs, la chambre de mes grands frères, la salle à manger, je voyais l'ambiance, tout ça, ça m'a hanté. Je me suis dit non, il ne faut pas que j'y vais. Donc je suis retourné en ville pour vivre. J'ai l'hébergement du LFPR. Je vivais avec un certain enfant. Voilà, donc la vie n'avait pas de sens. Est-ce que tu peux nous reparler de ce livre Au nom de tous les miens, Martin Gray? Je crois que tu nous avais dit que tu l'avais lu avant le génocide. Oui, voilà. Et que tu ne pouvais pas comprendre, et que c'est le génocide qui t'a permis de rentrer dans le livre, et qu'après le livre il t'a aidé à survivre. Voilà. Il y a toujours les processus. C'est juste après la guerre, donc après l'attaque du FPR, qu'on a eu d'autres livres qu'on n'avait pas la chance de lire. Les livres de Nord-Sud, les livres donc de ces genres de Le nom de tous les miens. Franchement parlant, je vous dis que c'est le seul livre que j'ai lu 3 fois. Donc je le lisais, je ne parviens pas de comprendre comment on voulait exterminer une nation. Vous comprenez?
je me rappelle, j'étais chez Bona, un certain Bonaventure et Rwaburinti. C'est là que j'ai d'abord connu son firme. Le firme, donc, au nom de tous les miens. Donc, avec son livre, j'ai bien vite compris comment les Juifs ont beaucoup souffert. Une telle nation, on l'a voulu exterminer. Je ne parviens pas, je me rappelle, je pleurais. Lorsque j'étais dans ma chambre, je ne voulais pas, je n'essayais pas de comprendre comment on les amenait dans les chambres là pour les tuer. Comment on les enlevait, les dents, les tiges, comment il a vu, comment on l'a donc amené sa famille, donc comment elle a résisté, comment il se démenait pour nourrir ses frères. J'ai vu tout, j'ai vécu même une vie vraiment presque semblable. Donc lui, Martin Gray était un type qui a été brave. De plus encore, comment il a résisté de vivre après la mort à l'étranger, donc après la mort de ses siens, après la mort, tu sais qu'il a vu même la mort de son père, lorsqu'il était en train de se bagarrer, donc plutôt se défendre. Lui, donc, il était un maître pour moi, comment il l'a vécu, comment il a lutté après la mort de sa femme Dina, qu'il aimait, après la mort de... tu sais qu'en fait, il y a sa maison qui a été brûlée, et puis sa femme a essayé de s'évader avec ses enfants, avec ses deux chiens-là. Donc, tout ça, ça n'a pas pu... d'en sortir, c'est mort. Lui, il a continué à lutter. Il a continué à lutter. J'essaie même de l'imiter. Comment il gênait pour penser à ses siens, à ses parents, à ses petits frères, à sa femme qu'il aimait beaucoup, à ses enfants. Donc, c'est quelqu'un qui a souffert, qui devrait être un exemple typique aux Rwandais, aux rescapés. Donc, avec son livre, je ne comprenais pas comment on peut tuer ce genre des nations pour l'exterminer. Après, je me suis senti dans une jungle, comme lui, là où je devrais lutter pour l'imiter. Et puis je crois bien que, comme il a fui être un homme, je l'en serai aussi. Oui, je l'en serai aussi. Donc, c'est mon idole. Je pense à lui toujours. Je pense à lui toujours. Il m'arrive que, même si je suis rwandais, je me compare comme un juif aussi. Donc, comment on nous a tués, comment on nous a fait mal. Je crois que j'ai envie de vivre, de regarder, de sentir. Et donc, le pays, la nation qui a connu la ciel que j'ai vécue. Voilà, à mon avis, c'est un rêve. Si je parviendrai quand même d'y arriver, ça va me faire... voilà, c'est un pays vraiment là où je voudrais visiter. C'est un pays avec pas mal d'histoires. Je suis toujours les radios, la télé. Un petit pays qui vit. Donc, autour de ce pays-là, il y a pas mal d'ennemis. Et puis, il parvient à vivre, il parvient à se combattre, à se faire. Là, donc, je me compare immédiatement avec le Rwanda.
ta vie, nous avons toujours des problèmes avec les pays limitrophes. Hein? Nous sommes toujours entourés par les pays qui ne veulent pas qu'on parle le Rwanda, certains qui ne veulent pas qu'on parle les Tutsis là. Les gens ne veulent pas que le pays existe, mais nous vivons et nous vivrons encore. C'est comme alors l'Israël, donc c'est la petite étoile de l'Afrique, comme ça l'étoile de l'Asie. Donc, à mon avis, je me compare, et je me comprends, et je me porte comme un juif aussi, entre guillemets nègre. Entre guillemets nègre, donc là, je vois que nous vivons les mêmes histoires. Donc, je voulais me trouver dans un autre pays qui me semble à moi, la nation qui me semble à moi, plutôt le pays qui se ressemble historiquement avec le mien, donc la nation qui a connu les chocs, qui a connu la souffrance, qui a connu les choses exorbitantes comme ma nation, comme mon peuple, comme Malas, comme mon ethnie. Donc là, dans ce sens-là, donc c'est la raison pour laquelle là, je voudrais le visiter. Mais si Dieu me prête la vie et les moyens, évidemment, j'y verrai pour voir. Et voilà. Lorsque je te parlais, je connais la mort de mes sœurs. Mon grand frère il s'est évadé dans une école primaire, là où j'ai fait même l'école primaire, et ils étaient en classe. Le même Asman là, il est allé pour le chercher, et puis on l'a tué dans une classe. Là, ils étaient avec les autres. Tandis qu'à la maison, plutôt ma soeur, elle est restée dans la famille là où je l'ai caché. Il fut un temps où la femme l'a donné. Il y a un certain Alphonse qui est venu, il l'a tué avec un couteau. C'est un type qui tuait les vaches sur là où on vendait les vaches là. Donc il l'a tué avec le couteau. Et puis la cadette là qui s'appelait Doudou Alice, elle était vraiment petite. On l'a tuée mal. Donc ils ont pris le grenade et puis on l'a donc l'accordé et puis on l'a découpé et puis donc ils sont courus depuis ça.